révolution par le salaire et par le salariat. Je voudrais savoir quand est-ce que c'est apparu le salaire, l'idée d'échanger entre ma force de travail manuelle, intellectuelle, mon talent, ma qualification, mes responsabilités, etc. et ce que je vais percevoir en échange de tout ça. Ça, c'est une idée, c'est une pratique récente. C'est une pratique qui est liée au capitalisme, qui lie le salaire, enfin l'accès aux ressources, à une mesure abstraite du travail à travers le temps de travail. Donc là, c'est tout à fait récent, c'est 18e siècle, on va dire 18e, 19e siècle. Mais dans l'énumération que vous avez faite, je note que vous avez mis en même temps mes capacités à produire des biens et services utiles et puis ma force de travail. Non, ce sont deux choses très différentes. Moi, comme fonctionnaire retraité, je n'ai jamais eu de force de travail. Jamais. J'ai eu un grade. Vous avez une force de travail intellectuelle. Mais non, la force de travail, c'est un outil de la violence sociale capitaliste. C'est le fait de réduire des personnes parce qu'il y a propriété lucrative, donc appropriation par une minorité. Cette appropriation fait que, bien ma foi, nous ne sommes pas propriétaires de l'outil de travail et les salariés du privé doivent objectiver une partie d'eux-mêmes dans une marchandise, la force de travail, qu'ils portent sur un marché. Et là, ils deviennent des demandeurs d'emploi, alors que c'est eux qui offrent justement la capacité à faire des biens utiles, c'est eux qui vont produire la valeur économique aussi. Eh bien, ils sont réduits à une situation de demandeurs, avec le chantage à l'emploi qui est possible, etc. Donc, la force de travail, c'est une institution capitaliste dont il faut se débarrasser si nous voulons nous libérer et libérer le travail. Bernard Friot, prenons un exemple. Je suis ouvrier menuisier dans une entreprise qui fabrique des meubles. Ok, j'ai été recruté parce que j'ai une certaine qualification, je suis un bon menuisier, je connais le travail, etc. Il y a à l'entrée de l'atelier un tas de planches, et à l'autre bout de l'atelier, il y aura des tables, des chaises et des buffets. C'est moi qui aurais fabriqué ça, moi et mes collègues ouvriers. Alors, je vais être payé pour quoi, là-dedans, à la fin du mois ? Je suis payé pour le prix de ma force de travail. Pas du tout pour ce que j'ai produit, puisque ce que j'ai produit, c'est la propriété de celui à qui j'ai vendu l'usage de ma force de travail pendant 8 heures par jour ou 7 heures par jour. Je suis payé pour le prix de ma force de travail, c'est-à-dire que le salaire évalue ce dont j'ai besoin pour être demain à nouveau menuisier, compétent, en bonne santé, sur mon poste de travail. Et ce dont j'ai eu besoin pour me former comme menuisier, avoir un diplôme, etc., etc. Le salaire, c'est le prix d'une marchandise, la force de travail, et comme toute marchandise, ça s'évalue par le temps nécessaire à sa production, à sa reproduction. Les biens que je consomme, alimentaires, le logement que je paye, les biens culturels dont j'ai besoin selon le cas, tout cela est évalué au temps, c'est la dictature du temps. Aucune autre société que le capitalisme n'évalue par le temps de production la valeur des biens. Et la violence sociale qu'il y a toujours dans la valeur économique, qui fait qu'une minorité ponctionne une partie de la valeur créée par la majorité. Je rappelle que dans une société comme la nôtre, c'est 35%, ça n'est pas rien. Eh bien, cette violence sociale repose sur le fait qu'on mesure la valeur des biens par leur temps de production. Et que nous avons un marché du travail sur lequel des marchandises, les forces de travail, se présentent comme demandeuses d'emploi, sont payées pour le temps de travail nécessaire à leur production et reproduction. Alors, prenons maintenant ma fiche de paye de menuisier. Supposons que je perçoive un bon salaire, on va dire, de 2000 € net. Voilà ce que je vais percevoir. Ouais. J'ai payé au préalable la part salariale. Alors, les 2000 € de salaire net vont générer, par ailleurs, en versement aux caisses de sécurité sociale, 1600 €, on va dire un chiffre rond, de cotisation sociale. C'est-à-dire que j'ai 2000 € net. Dans ma poche, oui. Dans ma poche, voilà. Et le salaire total est de 3600 €. 3600 €. Alors, interrogeons-nous sur ces 1600 € qui sont partagés en
charge, vous allez hurler parce que quand je dis charge, salariale et patronale. Alors, la cotisation dite salariale, ça va être le tiers à peu près des cotisations, et la cotisation dite patronale ou employeur, ça va être les 2/3. Donc, on a sur les 1 600 euros, on va avoir 550 euros de cotisation salariée et 1100 et quelques euros de cotisation employeur. Alors, ce qui vous intéresse dans votre recherche et ce qui parcourt tout ce bouquin sur l'enjeu des salaires, c'est que c'est cette cotisation-là qui vous semble un levier d'émancipation. C'est quand même costaud. Levier d'émancipation. Alors dites-nous comment, dans quelle mesure... Oui, merci de me faire dire ça parce que nous avons des points de vue tellement misérabilistes sur les choses qu'il faut absolument montrer que nous, au contraire, nous disposons de tremplins pour sortir du capitalisme. C'est pas une émancipation marginale, hein. Il s'agit de sortir du capitalisme. Par la cotisation. Alors expliquez-nous comment. Eh bien, nous avons déjà 45% du salaire, prenons cet exemple, 1600 sur 3600, 1600 euros de cotisation sur 3600 euros de salaire total, nous avons déjà 45% du salaire qui sont socialisés. Le salaire a déjà 45% de son contenu qui va à des caisses qui garantissent la sûreté de ma pension ou de mes soins, quels que soient les aléas de l'entreprise dans lesquels je suis, je ne suis pas, je ne suis plus. Eh bien, ma foi, achevons le travail. Jusqu'à 100%. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas 100% du salaire qui relèverait de la cotisation, qui irait à des caisses versant un salaire à vie, et non plus aléatoire, en fonction de la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise à laquelle, en fonction de la bonne ou mauvaise volonté de l'employeur, en fonction du marché du travail. Libérons-nous du marché du travail, dont j'ai montré le caractère essentiel dans la logique de ponction d'une partie de la valeur que nous produisons. Ne soyons plus des forces de travail, soyons des qualifiés, qui sommes reconnus comme produisant de la valeur économique et qui ont un salaire à vie. On peut commencer, moi j'ai repris la proposition CGT d'une hiérarchie de 1 à 4 des qualifications. Eh bien on commence, tout le monde à 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification et 1500 euros net par mois. Mon salaire net, un salaire net, disons de 2000 euros. Avec, on disait tout à l'heure... 1600 euros de cotisation. 1600 euros de cotisation. Ça, c'est la situation actuelle. Avec ces 1600 euros qui servent à tout ce que vous avez décrit, pension, maladie, santé, famille, etc. emploi. Très bien. Bon, ça, c'est un progrès. Incontestable et énorme, sous-estimé. Énorme, sous-estimé. Enfin, sous-estimé dans ses potentialités émancipatrices, c'est ça le point. Voilà. Alors, dans votre proposition, on passe de 1600 à combien sur les 2000 ? Vous dites 100%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 3600 euros de cotisation. Et que ces cotisations... Je touche plus de salaire, moi, dans cette histoire-là. Je touche un salaire qui vient d'une caisse. De même que je touche une pension qui vient d'une caisse. De même que je touche de la couverture santé qui vient d'une caisse. C'est la condition pour que j'ai droit à un salaire à vie. Et d'autre part, du coup, je ne suis plus là à quémander à un offreur d'emploi qu'il veuille bien reconnaître que je peux produire de la valeur économique. Je ne suis plus le domestique d'un maître. Je suis posé comme producteur de la valeur, ayant une qualification à vie et pouvant progresser dans une carrière salariale. Tout le monde démarre à 1500 euros, quelle que soit sa certification scolaire. C'est pas lié au diplôme, cette affaire. Tout le monde démarre à 1500 euros. Et ensuite, dans une hiérarchie de 1 à 4, vous voyez, on peut aller jusqu'à 6000 euros. 6000 euros net comme salaire maximal. Je précise, net d'impôt, puisque dans la proposition de tout convertir en cotisation, il n'y a plus besoin d'impôt pour payer les fonctionnaires, puisque la cotisation paye les fonctionnaires dans la caisse générale. Mais Bernard, je commence à 1500 euros, j'ai 18 ans, je commence à 1500 euros, mais en vertu de quoi je perçois ces 1500 euros ? En vertu de quel effort, quelle qualification, quelle production ? Comme ça, on me dit bonjour, voilà 1500 euros. En vertu de ma majorité économique, tout à fait. De même qu'on dit bonjour, vous avez 18 ans, vous avez le droit de voter. C'est exactement la même chose. Nous sommes là dans une proposition qui, encore une fois, n'est que le prolongement de l'existant. S'il n'y avait pas déjà 45% du salaire qui était socialisé, je ne pourrais pas dire cela. C'est l'expérience très positive de la pension et de la santé qui incite à pousser plus loin cette institution déjà là, mais qui est du même ordre que le suffrage universel.
Le suffrage universel, qu'est-ce qu'on fait? On postule que tout le monde est capable de participer à la délibération politique. Ça a eu des cris d'orfraie au XVIIIe siècle, même encore au XIXe. Comment vous confiez des perles aux pourceaux et ces manants sont incapables? Et de fait, on pouvait objectivement dire qu'ils étaient incapables. Mais je ne crois pas au peuple vertueux, mais je crois en revanche aux institutions qui génèrent les capacités qu'elles postulent. En posant que tout le monde était capable de participer à la délibération politique, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des partis politiques, on a fait l'éducation civique, on a créé des médias, on a créé des tas de choses, et on a créé le droit de grève, le droit de pétition, etc., le droit de manifestation, bref, toutes choses qui ont permis effectivement de rendre effectif cette qualification à décider politiquement. Eh bien, on va faire pareil pour l'économie. Bernard, c'est très beau votre histoire là, c'est tentant, on dit c'est formidable, j'ai 18 ans et je vais percevoir 1500 €. Mais qu'est-ce qui va me pousser à travailler? Le bonheur de participer au bien commun. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Il y a tellement aujourd'hui de cynisme et de scepticisme par défaut. Par défaut. Lorsqu'on se heurte à un marché du travail sur lequel on n'a pas sa place, etc., évidemment qu'on peut devenir cynique ou opportuniste. Mais à partir du moment où on est confirmé, au contraire, en permanence, dans la capacité à produire de la valeur économique, je considère au contraire, et je vois tellement par différence combien nous sous-utilisons, nous sous-employons beaucoup trop de jeunes, je considère au contraire que nous allons faire exploser le travail. Mais à condition qu'on ne donne pas au mot travail le sens négatif que le capitalisme lui donne. Quant aux travaux pénibles, aux travaux qui ne trouveraient pas preneur dès lors que chacun a un salaire, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, attention à l'ethnocentrisme. Oui, quand vous dites le bonheur, vous allez trouver des jeunes de 18 ans qui disent « Oh, mon bonheur à moi, c'est de balayer, c'est les rues, c'est de ramasser les poubelles, c'est de faire le sale boulot. » Non, mais enfin, la plupart sont dans les études et ils ont du bonheur à être dans les études et à être reconnus comme tels pour ce travail qu'ils font de coproduction du savoir avec les profs à l'université. Ça, c'est le cas de la majorité des jeunes. Alors maintenant, trouver des gens comme éboueurs. Ben écoutez, c'est ce que je disais, attention à l'ethnocentrisme petit bourgeois. Les enquêtes montrent que les éboueurs, les rippers, aiment leur travail. Même sans connaître la statistique sur le fait que notre espérance de vie diminuerait davantage si on supprimait le ramassage des ordures que si on fermait les hôpitaux. Ils connaissent pas la statistique peut-être, mais ils ont quand même une claire conscience de l'énorme utilité de ce qu'ils font. Et donc, ils trouvent très digne leur travail. Ce qu'ils apprécient moins, c'est les horaires, le salaire, c'est-à-dire l'emploi. Mais ne sous-estimons pas l'intérêt, y compris pour des travaux que nous considérerions comme peu exaltants. Mais deuxièmement, s'il y en a qui altèrent la santé, par exemple, ben ça, il faudra les supprimer. Ou alors, s'ils altèrent la santé sur le long terme, comme par exemple le travail de nuit, bien, s'il est nécessaire que certains de nos travaux de nuit se fassent, ce qui est tout à fait évident, il faudra du turnover. S'il y a des tâches qui ne trouvent, sans être et une meilleure rémunération? Non, parce que la rémunération dépend de la qualification. Alors, dans la qualification, remarquez, effectivement, on peut avoir, comme actuellement dans la qualification des postes, la pénibilité. Oui, bien sûr, ça peut faire partie. Mais ce que je voulais dire, c'est que, également, pour des travaux qui ne trouveraient pas preneur, nous ferons du service civique. Et que nous assumerons. Pourquoi? Parce que l'économie sera plus il, ce sera plus les autres, ce sera nous, et que nous allons faire de l'éducation économique, tout comme nous faisons de l'éducation civique pour l'élection. La comparaison que j'ai faite entre le fait de postuler que nous sommes tous capables de participer à la délibération politique et le fait de postuler que nous sommes tous capables de participer à la création de valeur économique me pousse, encore une fois, à dire que nous allons assumer comme notre affaire l'économie et que donc certains travaux qui ne trouveraient pas preneur feront l'objet d'un service civique. Bernard Friot, je reviens à mes 18 ans. J'ai 18 ans, je vais percevoir 1500 €. Là, vous êtes en train de nous décrire le salaire universel. Je décris le salaire universel dans une de ses dimensions, c'est-à-dire le salaire pour tous.
Je n'ai pas encore parlé du salaire pour tout. Parce que universel, c'est pour tous, c'est-à-dire le salaire qui, financé par une mutualisation des valeurs ajoutées, fait que les entreprises vont faire pour le salaire direct ce qu'elles font déjà pour la santé et la vieillesse. Cotiser et ne plus avoir à payer les personnes auxquelles elles ont affaire. Elles cotisent, elles n'ont plus à payer leurs pensionnés. Elles cotisent, elles n'ont pas à payer leurs malades. Elles cotiseront, elles n'auront pas à payer les salariés, qui du coup ne seront plus leurs salariés. Encore une fois, tout ça est cohérent. Nous avons une affirmation de la dignité des personnes à travers la qualification personnelle. Du coup, on n'est plus dépendant d'un employeur. Maintenant, ça c'est le salaire pour tous, effectivement, puisque chacun a un salaire à vie qui progresse. Et par ailleurs, le salaire pour tout, oui, s'il y a salaire universel, c'est-à-dire que nous allons transposer au financement de l'investissement ce que nous prouvons avec la cotisation. La cotisation, elle nous aide à sortir du marché du travail. Elle nous aide aussi à sortir du marché des capitaux. Les deux chantages auxquels nous sommes soumis aujourd'hui, le chantage à l'emploi et le chantage à la dette, nous pouvons nous en débarrasser. On peut supprimer les maîtres chanteurs. Pour l'investissement, je comprends pas. On va supprimer la propriété lucrative et la remplacer par une cotisation. Mais c'est ce que nous faisons. Encore une fois, ce que je propose là, c'est la prolongation de l'existant. Comment est-ce que nous finançons la santé, par exemple ? Comparons avec les USA. Aux USA, on en est resté à une situation qui était la situation habituelle jusqu'à l'invention de la sécurité sociale dans les années 30, 40, 50. Vous avez des compagnies d'assurance, donc des institutions qui prélèvent de la valeur sur le travail d'autrui, à travers le rendement de portefeuilles financiers. Vous avez des portefeuilles financiers, donc, qui financent la santé. Aux USA, on n'a pas supprimé la propriété lucrative pour financer la santé. On passe toujours par le marché des capitaux pour financer la santé. Moyennant quoi, pour un système de santé qui est pas meilleur que le nôtre, il n'est pas pire non plus, il faut pas en faire une description qui serait inutilement apocalyptique. Mais pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre, il dépense 15% du PIB pour la santé, alors que nous, c'est en moyenne en Europe, c'est 10%. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé, en 45 pour la France, à peu près à la même époque pour d'autres pays, de nous débarrasser du marché des capitaux pour financer la santé. On a fait une cotisation qui ponctionne 10% sur le PIB et qui finance la santé. Pourquoi est-ce que... On ne se débarrasserait pas de ces parasites pour le reste. Mais bien sûr, on le fait aussi pour la retraite. La seule façon, en dehors de la solidarité familiale qui jouait pour le meilleur et pour le pire, et qui continue à jouer dans les sociétés où il n'y a pas de sécurité sociale, comment est-ce qu'on pouvait assurer ces vieux jours par du patrimoine ? Alors on vendait son fonds de commerce, etc., etc. On s'est débarrassé de la logique de la propriété lucrative pour financer les pensions. Et ça marche. Ce sont les pays d'Europe, là, la statistique, elle est vraiment éloquente. Ce sont les pays d'Europe qui financent sans épargne les pensions qui ont le meilleur taux de remplacement, ce qu'on appelle le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, et qui ont le plus fort pourcentage de retraités parmi les plus de 60 ans. Il n'y a pas photo, là. C'est parce qu'il n'y a pas d'accumulation financière, parce que nous ponctionnons directement sur la valeur ajoutée une cotisation qui va à une caisse qui distribue les pensions que ça marche. Pourquoi continuer à passer par des parasites qui en plus ne prêtent pas, ils sont dans l'impasse aujourd'hui, absolue, où ils ne prêtent qu'à des taux absolument rédhibitoires, ils nous prennent en tenaille, ils nous prennent sous le... Enfin, je n'insiste pas sur l'énormité, le caractère inadmissible, illégitime de la ponction de la dette sur nos vies individuelles et collectives. Écoutez, finissons-en. Nous allons consacrer 30% du PIB à l'investissement, ce sera plus qu'aujourd'hui. On le fera directement par une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Priot, l'enjeu du salaire, son dernier bouquin qui sort aux éditions de La Dispute, les auditeurs sont en train de se dire, bon, on a compris, là-bas, si j'y suis, c'est une fois des gens qui viennent nous expliquer comment finir avec le conflit israélo-palestinien, en créant un État commun. Et là, aujourd'hui, c'est un autre utopiste, Bernard Friot, qui vient nous dire qu'on peut mutualiser la richesse et qu'on peut très bien sortir
au fond de l'exploitation. Mais je suis sûr que ce qui court dans les têtes depuis le début de cet entretien, Bernard, c'est oui, mais le chômage là-dedans. Parce que c'est la préoccupation. Numéro 1, on voit bien que, avec la proximité de ces élections présidentielles, le souci numéro 1, ce qui revient en permanence dans les esprits, dans les débats, en dépit de toutes les tentatives des uns et des autres, de mettre des thèmes en avant, on voit bien que la préoccupation principale, c'est le chômage, c'est la précarité dans l'emploi, c'est le chômage chez les jeunes, etc. Quel lien vous faites entre cette préoccupation et votre projet ? Parlons de la situation absolument inadmissible qui a été faite aux jeunes depuis le plan Barre, depuis 1977, où on a inventé des mesures spécifiques qui ont écrasé le salaire d'embauche, puisque pour qu'on retrouve aujourd'hui le salaire correspondant à 25 ans, à 1975, celui qu'il était en 75, il faudrait le doubler. Donc nous avons écrasé le salaire d'embauche par des mesures spécifiques prétendument pour sauver l'emploi des jeunes. Nous avons une sous-utilisation de la jeunesse. Enfin, nous avons des gens qualifiés qui maquillent leur diplôme pour décrocher des jobs, qui sont dans la galère. Mais nous allons, en leur attribuant un salaire à 1 500 € à 18 ans, mais qui pourra encore une fois progresser avec les épreuves de qualification, nous allons faire exploser le travail. Tous ces jeunes qui aujourd'hui sont sous-utilisés, et je pense singulièrement à tel ou tel, mais on peut penser à tellement d'autres. Nous allons au contraire leur offrir la possibilité de faire enfin ce qu'ils sont capables de faire. Donc, supprimer le chômage, ça suppose deux choses. 1, supprimer le marché du travail. Si chacun a un salaire à vie, il ne passe plus jamais par la case chômage. Certes, il peut être licencié de son collectif de travail parce qu'on estime qu'il ne fait pas l'affaire, mais il part avec son salaire, avec sa qualification, puisqu'elle lui est attachée à lui. Il n'y a pas cette négation de la personne qui est aujourd'hui le chômage, qui est quelque chose d'absolument scandaleux. Donc, supprimer le chômage, c'est supprimer le marché du travail, c'est attribuer un salaire à vie à tous, et puis c'est aussi, parce que un salaire à vie, encore faut-il le générer par de la production de valeur économique, mais c'est libérer le travail en confortant la qualification des personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le marché du travail ? Qu'est-ce que c'est que le rapport au travail ? C'est la suspicion permanente. Est-ce qu'on est vraiment digne d'être dans l'emploi où on est ? Est-ce que tu as vraiment amélioré ton employabilité ? Nous sommes en permanence suspectés de ne pas être à la hauteur de ce que nous faisons. Nous sommes, pour au moins 10% d'entre nous, niés, purement et simplement, dans la production de valeur économique, au chômage, comme on dit. Il faut inverser la vapeur. Conforter les personnes, au contraire. C'est ça qui va démultiplier l'initiative. Comme on l'observe d'ailleurs dans des lieux où la propriété lucrative n'est pas encore vraiment totalement affermie. Prenez tout l'Internet et tout ce qui se joue autour d'Adopi, des prétendus droits de propriété intellectuelle, bref, le couvercle sur la marmite que les capitaux tentent d'imposer sur un lieu où nous sommes dans la coopération, dans l'initiative permanente, autour des logiciels libres, etc., etc. Nous avons là un bon exemple de ce que le capitalisme fait quand il arrive quelque part. C'est une agression contre le travail. Et donc une réduction du volume général de travail. Absolument. Le capitalisme génère la pénurie. La pénurie. Bernard Friot, je pense par exemple à un penseur comme André Gorz, par exemple, qui disait « Le volume général de travail va en réduisant, le travail ne reviendra pas complètement. » Qu'est-ce que vous pensez des tentatives des 35 heures, de la réduction, du partage, etc. du travail ? Ça vous semble un accommodement de ce que le capitalisme fait au travail? C'est quelque chose qui, proposer de réduire la durée du travail, c'est s'inscrire toujours dans la logique de l'emploi. Et donc, on va multiplier leur hors-emploi à côté de l'emploi. Si on supprime l'emploi, si chacun est qualifié et payé à vie à sa qualification, la distinction entre le temps de travail et le hors-travail, qui aujourd'hui est la distinction nécessaire parce qu'il y a emploi et qu'il s'agit de libérer
une partie de notre existence de l'emploi, n'a plus grand sens. Moi, je suis retraité, je suis tout le temps au travail. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais du lien social, je ne suis pas dans la production de marchandises. C'est ça d'ailleurs la libération que fait pour les retraités, le fait d'entrer enfin, trop tard, à 60 ans c'est bien trop tard, dans un salaire à vie. Ils n'ont plus à passer par les fourches caudines du marché du travail. Enfin, ils peuvent exprimer ce qu'ils sont, y compris quand ils sont avec leurs petits-enfants, quand ils cultivent leurs tomates, etc. Ça devient du travail. Vous voyez, le travail, c'est une convention sociale. Dans le capitalisme, n'est travail que ce qu'une force de travail, et j'ai dit tout le mal que je pense de la force de travail, fait sous le joug de la dictature du temps, ce qu'on appelle la valeur travail. Et la valeur travail, c'est pas la valeur anthropologique du travail concret, comme on le pense souvent. La valeur travail, c'est le fait de mesurer la valeur des choses par le temps de travail nécessaire. Ça, c'est une institution capitaliste dont il faut qu'on se débarrasse. Pour produire des marchandises. Ça, c'est ce qu'on appelle travail dans le capitalisme. Mais heureusement, nous avons, dans le capitalisme même, dans le conflit autour du salaire, avec la qualification et la cotisation, inventé des institutions qui contestent formellement cette définition-là du travail et qui disent que des fonctionnaires travaillent alors même qu'ils ne sont pas du tout dans la logique du marché du travail et de la marchandise, que des retraités travaillent, que des parents avec les allocations familiales, travail. Nous avons déjà sorti le travail de son carcan capitaliste. Il faut aller plus loin. Mais alors, votre idée a une histoire. Vous tombez pas de la lune, là. Hein, cette histoire de la qualification, cette histoire de jouer sur les cotisations, cette histoire du salaire constant, quelle que soit l'activité, tout ça, qui semble effectivement une utopie, a une histoire bien concrète. Alors, vous sortez pas de n'importe où. Ça n'est pas une utopie, hein, encore une fois. C'est la proposition de faire ce qu'a fait le CNR. Le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, il ne part pas de rien. Si vous prenez par exemple la création de la sécurité sociale entre janvier et juin 46, lorsque Ambroise Croizat, ministre communiste, la CGT, se mobilise pour créer l'institution. Vous avez eu l'ordonnance de 45, d'accord, mais ça c'était sur le papier, il faut ensuite créer la chose. Ça se fait au premier semestre 46, sans De Gaulle et contre lui, je dis ça par parenthèse parce que quand on dit que De Gaulle est le père de la Sécu, ça me fait bien rigoler. Il a démissionné le 3 janvier 46, il est absolument contre ce qui se met en place, sans la CFTC, puisque la CFTC est contre les ordonnances de 45, rappelons-le aussi, c'est les communistes et la CGT qui se mobilisent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand on regarde les salariés et les administrateurs des caisses de sécurité sociale de 45, je parle pas de 47, il y aura des élections, ça changera. C'est les salariés et les administrateurs des caisses d'assurance sociale de 1930. Le CNR, il a su lire ce qu'il y avait de subversif dans les assurances sociales de 1930 et il les a poussés plus loin dans la sécurité sociale, mais à partir de l'institution qui existait. L'acte politique qui a été posé, c'est, entre autres, le fait de doubler le taux de cotisation. On était à 16%, on passe à 32% du salaire brut. Voilà un acte politique majeur, mais sur la base d'un déjà là, vu comme subversif et poussé plus loin. Donc, mon histoire, c'est celle de ce déjà là, c'est l'histoire ouvrière. Si vous voulez, nous devons nous réconcilier avec notre histoire ouvrière. Pour le moment, nous la vivons sur le mode de la nostalgie. Je ne parle pas de la haine de la droite, etc. Non, je parle pour les gens de gauche et de gauche. Nous sommes sur la nostalgie. Et non, il s'agit de redonner toute leur vitalité à ces institutions qui ont été conquises, la qualification du poste. Combien de gens se sont mobilisés pour que les conventions collectives soient vivantes? Le statut des fonctionnaires, il y a eu 50 ans de bagarre. La retraite, quelle bagarre pour avoir la retraite au niveau où nous l'avons. Il s'agit de nous réconcilier avec cette histoire. Monsieur Ambroise Croizat, ministre du Travail, a donné ce matin dans les salons de son ministère, rue de Grenelle, une conférence de presse. Radiodiffusion française. Nous sommes venus le trouver ensuite dans son bureau. 2 janvier 1946. Pour lui demander de préciser pour vous, chers auditeurs, les problèmes qui relèvent plus particulièrement de la compétence de son département ministériel. Ambroise Croizat. Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947
que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours. C'était l'enjeu des salaires, un entretien de Daniel Mermet avec Bernard Friot, réalisé à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, L'enjeu des salaires, aux éditions La Dispute. Bernard Friot coordonne également l'Institut européen du salariat et l'association d'éducation populaire Réseau Salariat.